avant de vous laisser regarder le podcast, toutes les infos sur le projet d'Arista, donc la sélection d'abeilles résistantes à varroa, sont disponibles sur le site ici en haut, euh, avec les différents événements que nous organisons. Donc toutes les conférences qui sont organisées sont présentées ici sur ce site. Je vous souhaite un bon visionnage de ce podcast. N'hésitez surtout pas à nous dire si vous avez apprécié ce genre de format. Comme ça, on pourra par la suite peut-être en faire un autre sur le même sujet ou sur un autre sujet. Enfin voilà, dites-nous ce qui pourrait vous intéresser. Super, merci beaucoup d'être là aujourd'hui les gars pour parler pour ce premier podcast vidéo sur l'élevage de rennes. Donc petit speech introductif sur pourquoi on est là et pourquoi, grâce à qui on a l'occasion de faire ce podcast. Vous savez que Arista est grandement subsidié par la région wallonne via le programme apicole wallon et via d'autres subsides de la région wallonne. Donc c'est vraiment ça, les formations comme ce podcast et comme les autres formations qui ont lieu en ligne qui font fonctionner le projet et qui font fonctionner la coordination du projet Arista. Donc je ne vais pas aller plus loin là-dedans, mais vraiment c'est hyper important de déclarer ces ruches et au moins vous voyez où va l'argent de l'Europe qu'il est utilisé à des fins de formation et de coordination dans le cadre de la sélection d'abeilles résistantes à varroa. Du coup, je propose qu'on fasse un tour de table et qu'on se présente pour que je sais pas comment on dit du coup, les auditeurs, les visionneurs, je sais même. Enfin bref, que les apiculteurs qui vont regarder ces vidéos puissent mettre un visage sur un nom sur un visage. Donc Tim, je te propose de lancer le bal. Tim Van Nussberg, je suis apiculteur hobbyiste depuis mes 12 ans. Beaucoup de déboires, travailler un peu avec tout et n'importe quoi, jusqu'au moment où le corps dit stop au niveau de la réaction par rapport aux piqûres. Ce n'était plus plaisant. Et puis là, via un collègue, un confrère apiculteur, j'ai découvert Arista que je connaissais déjà de nom, mais pas vraiment. Je ne me sentais pas appelé par cela. Et donc j'ai rejoint Arista en 2019, si ma mémoire est bonne. J'ai donc, ça dépend, entre 6 et 8 colonies, peut-être l'une ou l'autre ruchette, mais depuis que je suis chez Arista, enfin que je travaille avec Arista, je collabore avec Arista, là c'est quoi, c'est une vingtaine de mini-plus. Toujours plus. Toujours plus de mini-plus pour faire l'élevage. Et voilà, on améliore sa pratique apicole grâce à eux, grâce à l'échange qu'il y a. Mais on en reparlera un peu plus tard. Ça. Et du coup, par rapport à l'élevage de rennes, tu as commencé ça a commencé chez en Arista. même temps que Arista. Parce qu'auparavant c'était quelque chose, bien que j'ai suivi 2 formations, hein. Donc la première j'avais 14-15 ans, c'était à l'époque encore avec Hubert Guéria. L'élevage de rennes, jamais rien compris, j'ai même retrouvé le cours, mais de ce que j'avais noté j'avais vraiment rien compris. J'ai resuivi une formation ici à l'Abeille du Hain, à Braine-le-Château. Mais de nouveau, c'était quelque chose qui me paraissait fort compliqué, donc on restait avec une pratique apicole très très simple, ça essaime, je récupère des essaims et c'est comme ça que je vivotais, parce que les colonies ne duraient pas plus de 2 ans, 2 ans et demi, des productions qui n'en étaient vraiment pas, quand on voyait, avec l'avènement des réseaux sociaux, quand on voyait tout ce que les autres produisaient, on disait mais qu'est-ce qui se passe chez moi? On trouve toujours un responsable, les produits phyto, ceci ou autre. Mais varroa n'était jamais vraiment responsable. Et je pense qu'une fois que j'ai commencé à prendre conscience de ça, notamment aussi via des vidéos de Frédéric Calment, une fois qu'on prend vraiment conscience de ça et qu'on agit en fonction de cela, on voit les choses vraiment changer. Donc à partir de là aussi, j'ai commencé à me lancer dans l'élevage de rennes. On m'a pris par la main, on m'a dit voilà, tu vas voir, c'est pas compliqué, il y a des méthodes simples, mais on en reparlera un peu plus tard. Et du coup, maintenant, tu élèves combien de rennes par an, plus ou moins? Alors, 10, 20, 100, 1000 j'élève, c'est surtout dans le cadre du programme Arista, parce que c'est ça aussi, c'est d'accéder à une génétique qui a une certaine valeur, qui rencontre nos attentes aussi, une abeille douce,
qui produit accessoirement quand même un petit peu de miel, même si ce n'est pas l'objectif principal pour moi, et qui soit résistante à varroa, parce que j'ai quand même une formation scientifique, et donc je sais pertinemment que continuer à utiliser les produits phytosanitaires pour lutter contre varroa, ça ne va pas bien se terminer, c'est pas durable. Donc l'élevage vise essentiellement cela, via la collaboration avec Arista. Et donc par an, c'est une trentaine, une quarantaine, ça dépend un petit peu, parce que voilà, je ne tiens pas le compte juste, et puis j'aide parfois l'un ou l'autre confrère pour lancer l'élevage, donc oui, c'est ça, en 30 et 50 rennes par an. Ok, impec. Je pense qu'on a un peu fait le tour chez Tim. Voilà. Du coup, Christophe. Bonjour, moi c'est Christophe Lemaire. Je suis apiculteur depuis 8 ans maintenant, depuis 2016. J'ai été formé au Rucher École FRPLA en province de Liège. Et je veux dire grâce aux excellents professeurs qu'on a, et surtout Didier Brick, voilà, j'ai pu me lancer dans l'élevage de rennes depuis 2017, où on a commencé la deuxième année qui intégrait, l'élevage de rennes. Alors je travaille aussi pour Arista depuis 2017. Je pense avoir quelque chose comme tout format confondu, un peu plus de 200 colonies. Et que dire d'autre? Le nombre de rennes que tu fais par an, par exemple, pour que les gens aient un peu une idée, même si déjà 200 colonies, ça situe. Entre 200 et 300 rennes, grosso modo de l'année. Ok. Et voilà. Trop bien, trop bien. Pierre-Antoine. Bonjour, moi c'est Pierre-Antoine Couvreur de Belgium. Donc moi je suis apiculteur depuis que j'ai 14 ans, j'en ai 41, donc ça fait quand même déjà un paquet maintenant. Donc j'étais hobbyiste comme Tim pendant de nombreuses années jusqu'en 2019, où là on a lancé le projet de se professionnaliser en apiculture. Et donc en 2020, on a vraiment créé une structure, une entité juridique qui est une ferme, donc d'élevage de rennes et de production de miel et pollen. Et donc depuis 2020, où on a commencé avec une centaine de colonies au démarrage, on est monté maintenant, on avait 1150 colonies avant l'hiver, dont on va dire une grosse moitié en production et le reste en élevage. Donc en capacité d'élevage, on a à peu près 1000 unités de capacité d'élevage, on a 600 corps de mini plus et 350 ruchettes. Et bon, ici pour l'hiver, comme on fait des tours avec plusieurs corps de mini plus, on a à peu près 300 unités de mini plus qui passent l'hiver et toute une série de ruchettes. Alors donc nous, je suis apiculteur à temps plein, mais je suis pas seul, on est 4 à travailler au quotidien dans les abeilles. Dans l'équipe, c'est moi qui m'occupe de la partie élevage de rennes. Je greffe à peu près 4000 larves par an, desquelles je sors au total 3000 rennes. Donc il y a une partie qui part en cellule royale, une partie qui vaut rien. Et au final, on a à peu près 3000 rennes qui sortent à la station. Sur tout ce lot-là, il y a une grosse centaine qui est inséminée artificiellement et le reste est en fécondation naturelle. Donc moi, j'ai rejoint Arista à l'hiver 2019-2020, à la création de la structure. On a migré d'un matériel qui était pur Buckfast vers du matériel qui est maintenant quasiment que VSH. On a toujours du Buckfast, on en intègre toujours des lignées qui n'ont pas du tout de VSH. Chaque année, elles rentrent dans le schéma, mais de moins en moins. Donc, quand même, on se rend compte maintenant au fur et à mesure de l'intérêt. Et donc, juste pour donner un petit exemple, donc maintenant, depuis cette année-ci, donc on a une centaine de nos colonies de production sur les 600 qui ont hiverné, qui n'ont pas du tout été traitées. Donc, en fécondation naturelle, on arrive maintenant à avoir des résultats. Voilà. Et sur la centaine, on en a perdu 2 qui n'ont pas passé l'hiver. Donc, on est quand même très content du résultat. Ouais. Ça marche. Quand on s'y met, ça marche. Ouais. Trop bien. Trop bien. Mais je pense qu'on reviendra aussi sur tu parlais de 3000 cellules, de 3000 rennes à la fin et de 4000 de greffés. Je pense qu'on pourra peut-être un peu parler aussi du succès et de ce qui fait la réussite de chacune de vos méthodes. Moi, je vais me présenter brièvement aussi. Donc, comme ça, tout le monde est présenté, on sait. Du coup, je m'appelle Julien Duet. Moi, je fais de l'apiculture depuis 2017-2018. J'ai pas suivi de formation dans le meilleur rucher école. J'ai appris de façon autodidacte.
Et je me suis vite rendu compte que varroa était un problème. Enfin, j'avais des abeilles pour avoir des abeilles et pour voir comment ça fonctionnait. Mais en lisant les livres, en regardant les vidéos sur Internet, on se rend vite compte que varroa est un fléau pour nos abeilles, la cause principale de mortalité hivernale. Et du coup, j'ai rejoint Arista comme participant. J'ai fait ma première SDI. Et puis pendant mon mémoire, Sacha, donc mon collègue chez Arista, a émis une offre d'emploi à laquelle j'ai postulé. Et puis je suis ici aujourd'hui avec vous en tant qu'employé d'Arista et donc subventionné, payé par la région Wallonne et le programme apicole wallon. J'espère qu'ils nous regarderont parce que ça fait 2 fois que j'insiste dessus. Du coup, je vous propose, j'ai une vingtaine de colonies à la maison et en termes de nombre de reines, je dois en faire une centaine. Donc, à 4, je pense qu'on balaye une belle échelle de 20, 30 à du coup 4000. Et ça va être intéressant d'échanger, de voir que les méthodes de chacun peuvent s'appliquer pour vous, apiculteurs. Et donc, peut-être commencer par la méthode que vous utilisez, comment vous produisez toutes ces reines. Et si vous êtes en starter ouvert, starter fermé, mini plus, ruchette, je sais pas qui a envie de se lancer. On va pas désigner, on va pas perdre de temps. Moi, je vais bien commencer si tu veux. Commence avec Donc, tes 4000. j'ai essayé plein de méthodes. Je pense que déjà, il n'y a pas une méthode qui est meilleure qu'une autre, mais chacun a la méthode qui lui convient. Pendant longtemps, j'ai utilisé le starter finisseur et finalement, j'ai arrêté ça. Maintenant, j'ai une méthode qui est relativement simple dans un cycle qui commence au début avril. On a les premiers pickings tout début avril, où on orpheline des cadres de couvain qu'on met ensemble dans une ruche. Une semaine après, on supprime l'élevage royal qui sera venu dans cette colonie-là. On s'assure qu'il y ait suffisamment de pollen pour élever. Et à 7 jours après orphelinage, je pique, donc je greffe des larves sur des barrettes encore d'Adam, tout est en Adam. J'introduis 26 cellules pour mon éleveuse qui a en général, quand je l'ai constituée, entre 6 et 7 cadres de couvain. Comme il n'y a plus de ponte, elles ne nourrissent plus de larves après, elles ne nourriront que les larves que j'aurai greffées. Et donc là, on va prendre un exemple calendaire, donc ça sera un lundi par exemple, que je vais greffer. En introduction, j'introduis une centaine je fais 4 éleveuses sur la journée. Et donc j'aurai une centaine de larves greffées. Et le vendredi, je vais aller mettre les bigoudis pour protéger les cellules qui seront éventuellement operculées en premier. Enfin ça, je vais passer le vendredi en fin d'après-midi. S'il y a des grosses miellées, je vais parfois devoir aller dans la journée parce que leur arrive d'operculer des cellules plus tôt que prévu et de mettre des cires un peu tout partout, de faire des draperies. Et donc pour éviter d'avoir les draperies, je vais mettre les bigoudis parfois 2 fois sur la même journée du vendredi. Et alors le samedi matin, les larves qui auront été greffées les plus petites, je vais les trouver operculées le samedi matin. Là, je vais fermer les bigoudis. Tout bascule après, toutes les cellules partent en couveuse. Et dans la foulée, je réintroduis alors dans la même éleveuse, je réintroduis un picking. Je vais repiquer le même samedi. Donc c'est une inversion de cadre. Je pars avec les barrettes et j'introduis directement les nouvelles. Et je rajoute alors 2 cadres de couvain ouverts ou fermés, ça dépend de ce que j'ai de disponible, mais si possible avec quand même beaucoup d'abeilles à venir. Et le cycle va se perpétuer chaque fois avec un décalage à 6 jours, quoi. Donc on a un picking à 1 jour et repicking 6 jours après. Et ça, tu vas faire combien de cycles du coup avec le... Ça c'est une bonne question. Donc quand j'ai des éleveuses qui vont faire toute la saison, qui vont jamais coincer, mais je dirais que c'est quand même relativement rare. J'ai souvent après 4 ou 5 cycles, je vais quand même avoir des abeilles qui vont fatiguer. Ouais. Et donc ça, souvent je remets une reine dans la ruche et elle repart en production et je recommence à zéro. Ou alors ça peut arriver qu'elles deviennent bourdonneuses, ça arrive tout d'un coup qu'elles acceptent plus les larves, même quand il y a du couvain ouvert sans pause dans la colonie, ça m'arrive chaque année en fait d'avoir ce schéma-là. Et donc en fait on s'en rend compte en introduisant le cadre avec le picking. Le lendemain, on va avoir le taux d'acceptation des larves et là il chute tout de suite, il faut pas se poser la question, on repique sur une autre et celle-là elle repart en production avant que ça devienne vraiment bourdonneux et un problème. On le voit tout de suite. Bon, après, il peut ne pas y avoir d'acceptation du fait de l'arrivée d'une reine d'ailleurs, parce qu'on a notre élevage qui est en plein milieu de la station de fécondation. Ouais. Et donc, on a des reines vierges qui circulent tout le temps et qui parfois vont s'introduire dans une éleveuse. Ça, c'est le classique. Je pense qu'on a déjà tous eu le c'est le classique de chez classique. Et donc, en général, elles font 3-4 cycles comme ça.
Ok. Et puis elles repartent après en production, on recommence avec d'autres. Et t'as jamais pensé à mettre une grille à reine dans le bas pour éviter qu'il y ait une reine vierge de l'environnement qui revienne Je pourrais mettre une grille à reine dans le bas. C'est une option. Ouais. Après, en travaillant en ICO, oui, il faudrait que je la mette dans le fond. Je pourrais. Ouais. Le problème avec le Nico, alors, c'est peut-être l'espace. Enfin, je ne sais pas si tu utilises les petits clips sur le côté. Si j'utilise. Ouais. Et tu as aussi une Parfois, autre. c'est juste Ça ira pas, quoi. l'épaisseur, ça ne passe pas. Et donc... Et tu as aussi une autre contrainte, c'est que quand je recharge en couvain ma colonie, je vais la recharger aussi avec des cadres de couvain qui viennent de ruches, qui sont des bonnes ruches de production dans mes F1 de sélection, Ouais. et dans lesquelles il y aura aussi beaucoup de mâles qui vont probablement se joindre au aller groupe, qui vont aller Ok. coincer la grille à reine dans le fond. Donc ça ne sera pas nécessairement le meilleur des... Aujourd'hui, je ne le fais pas. C'est sûr que ça pourrait... Je gagnerais du temps par rapport à une éleveuse où il y a une reine extérieure qui rentre, ça, je gagnerais ce temps-là. Mais de devoir aussi permettre au mâle de sortir systématiquement, ça pourrait être contraignant pour moi. Ok. Et aussi un autre info là-dessus, c'est que en fin de saison, quand on a du mal à garder les mâles, Ouais. ils viennent tous se mettre dans les Dans les- éleveuses. Quand il y a le massacre des mâles à gauche à Ouais. droite, les mâles viennent se réfugier dans les éleveuses. Et bon, c'est sûr que là, on doit remettre plus de couvains pour continuer à nourrir tout le monde et avoir la même qualité de cellules, mais c'est important qu'ils puissent trouver toujours un endroit orphelin pour aller se réfugier. Quoi. Voilà. Et voilà, c'est comme ça, c'est ma méthode. Non, mais Ouais. comme tu as dit au début, il n'y a pas une méthode par excellence. Et je suis sûr qu'ici, Christophe et Tim auront des trucs complémentaires à ce que tu viens de dire. Enfin, j'espère, sinon le podcast ne sert à rien. Hein, du coup, ok, ben merci à tous. Non, et du coup, je sais pas s'il y en a un des deux qui a envie d'embrayer sur ce que Pierre-Antoine a dit ou en expliquant sa méthode. Moi, disons que je travaille un peu différemment. Je travaille avec un starter ouvert. Alors bon, ben, ça dépend, je veux dire, de la quantité de reines que j'ai envie de faire. Évidemment, en fonction s'il m'en faut beaucoup ou s'il m'en faut moins, je vais travailler différemment. C'est-à-dire que j'ai une grande éleveuse horizontale qui comporte aux extérieurs 2 colonies 11 cadres en fait, qui vivent de façon tout à fait normale. Et j'ai un compartiment central qui est complètement, je veux dire, orphelin et cloisonné, qui comprend une ruchette 6 cadres en fait. Okay. Alors j'hiverne cette colonie-là dans de bonnes conditions. Si malgré tout, voilà, imaginons, il y aurait peut-être une des colonies qui serait peut-être plus faible ou quoi, elle sera remplacée par une autre qui est beaucoup plus forte. Dans les 3, tu veux dire? Ouais. Okay. Si une des 3, je veux dire... est plus faible à la sortie de l'hiver. Développement ou quoi, peut-être lié à l'impact de la varroise ou quoi. Tu t'arranges que les 3 soient en bonne... Oui, il faut pouvoir démarrer, je veux dire, assez rapidement. Donc en général, j'hiverne aussi dans le compartiment orphelin, je vais hiverner une colonie. Okay. Donc cette colonie va déjà se développer, faire du couvain aussi, et qui va me permettre d'avoir une éleveuse qui sera relativement puissante assez rapidement. Quand j'ai envie de lancer un élevage, je vais orpheliner cette partie orpheline pendant au minimum 4 heures, voire même peut-être 24 heures. Et je vais reprendre des cadres de couvain ouvert qui viennent des colonies voisines, où je vais rescourir encore en plus toutes des nourrices dans le compartiment orphelin. Et alors, en plus de ça, j'ai un système cloak horizontal, donc qui me permet, de pouvoir orienter, les butineuses pour des 2 colonies d'à côté vers ce compartiment orphelin. Donc, ça fait vraiment quelque chose de très très fort pour avoir, une prise en charge optimale, des cellules royales. Et entre les compartiments, tu as quoi? Tu as des grilles à reine ou c'est une cloison opaque? C'est des cloisons pleines. Ok. J'ai remarqué en tout cas que ça fonctionnait mieux comme ça. Maintenant, suivant peut-être le type d'abeille avec laquelle on va élever, on va prendre une bugface ou peut-être encore autre chose. Il y a des colonies qui sont plus prédisposées, des races d'abeilles qui sont plus prédisposées que d'autres à pouvoir élever correctement ou pas. Alors, pour la préparation, aussi du starter, donc il y a ça, il y a l'ajout, d'avoir une bonne quantité de nourrices qui vont prendre en charge correctement ces cellules royales. Et il y a aussi le retrait alors de tout couvain ouvert qui aurait éventuellement... Dans la partie orpheline. Dans la partie orpheline pour optimiser, vraiment la production de gelée royale pour l'élevage de reines. Il y a un truc que j'ai pas compris avant que tu ailles plus loin dans la méthode. Tu as dit que les butineuses, tu t'arrangeais pour qu'elles aillent dans la partie orpheline. Mais du coup, les abeilles de 2 colonies ne savent plus sortir. Pour expliquer, en fait, il y a des sorties à l'arrière qui sont fermées en temps normal. Ok.
Et sur la partie avant, en fait, je vais obturer l'entrée normale, donc la planche de vol. Comme ça, les Je butineuses vais vont faire lancer du sortir centre. les abeilles, elles vont sortir par l'arrière et elles ont l'habitude de revenir, sauf qu'elles Ouais. vont être dirigées Vers le centre. Ok. vers le centre je veux dire de l'éleveuse horizontale. Ok. Et ça va durer pendant 24 heures. Quoi. Donc ça me permet de pouvoir mettre, je veux dire, les deux cadres de greffage dans cette colonie 6 cadres, en fait. Donc il restera, je vais dire, il y aura un cadre de pollen, un cadre de miel, 2 cadres de couverts operculés et 2 cadres d'élevage. Et une quantité astronomique de butineuses. Et beaucoup d'abeilles. Beaucoup d'abeilles, ouais. Beaucoup de nourrices qui seront stimulées par, je veux dire, toutes les rentrées que les butineuses vont faire. Quoi. Alors évidemment, s'il y a absence de mielé, il y a toujours un complément qui sera donné, que ce soit au niveau protéique ou bien aussi de l'eau mielée. Ouais. Pour pallier, je vais dire, au manque. Voilà, si les butineuses ne travaillent pas, il faut quand même bien pouvoir continuer à stimuler les nourrices pendant la période d'élevage, quoi. Et alors, après 24 heures, je regarde évidemment ce qui a été pris en charge, quoi. Et généralement, donc je vais dire, c'est des cadres avec 3 barrettes de 18 cupules, pardon. Donc ça fait déjà une belle quantité. Ça fait, surtout qu'on a 2. Ça fait 108 greffons qui sont introduits comme ça. Et je répartis ensuite, ça dépend après, mais quand il y a une quantité pareille, c'est pas possible, en tout cas pour, je vais dire, le nombre d'abeilles qu'il y a dans cette colonie-là, de pouvoir prendre en charge correctement C'est ça, ouais. la totalité des 108 greffons. Donc je vais répartir en fait chacune des barrettes que je retransvase dans des cadres de hausse, que je les mets tout simplement dans un cadre de hausse d'élevage, quoi, et je vais mettre ça dans mes colonies de production, dans la première hausse, toujours, je vais dire, le plus près possible du couvert. Et comme ces colonies-là débordent de nourrices et d'abeilles et compagnie, je vais dire, en plaçant 18 greffons par colonie de production, on peut s'assurer d'avoir, je vais dire, une quantité optimale de gelée royale qui sera distribuée pour les larves et d'optimiser, je vais dire, pour avoir des reines de qualité, quoi. Et ça, tu fais après l'acceptation, une fois que tu as vu C'est ça, au bout de 24. voilà, c'est ça. Une fois qu'elles sont startées, je vais dire, à ce moment-là, je les mets dans des finisseurs indépendants. Et je me sers de mes colonies. Voilà, c'est ça. Je me sers de mes colonies de production pour pouvoir finir les cellules, en fait. Ouais. Et pourquoi tu mets une barrette par colonie, 18, c'est ça. 18 là. Ouais. Voilà. Et tes cellules, elles sont en quinconce pour avoir 18 sur la longueur de ton cadre? Non, elles sont mises tout simplement dans l'autre sens, en fait. Beaucoup, je vais dire, vont placer les porte-cupules dans la longueur. Sur la longueur de façon longitudinale. Ouais. Moi, je les mets dans l'autre sens. J'ai pris des barrettes un petit peu plus larges C'est ça. pour pouvoir les mettre en fait perpendiculairement à la barrette. Ok. Et alors, de ce fait-là, ça me permet d'en avoir 3 de plus par barrette. C'est ça. Bon, C'est toujours un peu plus. C'est beaucoup de chichi, mais bon, voilà. Il y a peut-être aussi, vu qu'elles sont plus collées, une meilleure homogénéité au niveau de la température. J'avais déjà entendu ça, j'ai pas du tout vérifié dans la littérature, mais le fait qu'elles soient plus collées, c'est peut-être moins de travail pour les abeilles pour garder les larves au chaud, je sais pas. Oui, aussi. Et tu les laisses jusqu'à naissance dans la hausse? Non. Ça, j'allais dire, parce que sinon, après, tu as peut-être des difficultés pour mettre les bigoudis, non? Si elles sont pas, je pense que... J'utilise des bigoudis droits, Nico, et pas les bigoudis, je veux dire, classiques, standards, tout ça. Le fait de pouvoir mettre des droits, on sait remettre plus facilement, je vais dire, en recoupant le bord, alors je sais les mettre tous l'un après l'autre, et puis rentrer les cellules en couveuse, quoi. Donc dès que c'est operculé, tu mets les bigoudis et puis en couveuse. Et toi aussi, si t'es en couveuse après? Non, j'attends encore plus longtemps. Ok. J'attends en général, je ne départirai qu'au bout, je vais dire, du 5e jour après greffage. À J+5, je ne départirai les barrettes à ce moment-là. Ce sera souvent à J+6, J+7, même que, je vais dire, les reines soient déjà néphosées, quoi, tout simplement. Alors je les retransporte tout simplement, comme c'est sur des cadres de hausse, je prends une hausse vide et je mets en fait toutes mes barrettes qui sont mises dans une hausse à crémaillère, quoi, comme ça, ça évite de bouger, quoi. Je les mets sur mousse pour éviter les chocs. Et bon, il faut quand même un beau petit trajet avant de pouvoir rentrer à la maison, et j'ai très peu de pourcentage de perte à la naissance. Ce que j'étais en train de me dire, c'est qu'au final, tu as quand même... pour comparer, même si on est d'accord, c'est deux méthodes différentes, mais le nombre de manipulations que Pierre-Antoine va faire par rapport à toi, j'ai l'impression qu'il y en a quand même beaucoup plus. Oui, mais il va utiliser plus d'éleveuses. Donc au final, ça revient au même. Ok, ouais. Moi, je vais avoir un seul starter pour starter tout.
Et puis après, tu vas avoir des finisseurs. Je vais avoir plus de finisseurs, mais lui, c'est pareil, sauf qu'il se sert de starter finisseur, mais grosso modo, c'est pareil. Et tu n'observes pas de problème d'acceptation des larves dans les colonies qui vont finir l'élevage, malgré qu'il y ait toujours la reine en dessous, il y a suffisamment de distance pour qu'elle les prenne comme un entier. Oui, sans souci. Une fois que c'est séparé par une reine, il n'y a pas de problème. Donc voilà. Et donc le starter que tu as fait, donc je ne sais plus c'était quoi, 11 et 28 codes, du coup, ça c'est quelque chose que tu as fait toi-même alors. Oui, c'est une conception maison qu'un ami m'a fait. Voilà. Et voilà, on est parti sur une idée de Laurent Duguay, en fait, qui travaille comme ça avec des éleveuses horizontales, qui représente quand même l'avantage aussi de pouvoir s'épargner le dos, tout simplement. Parce que je vais dire, il suffit juste de retirer les hausses des colonies extérieures, quoi. Et quand il y a besoin de préparer, donc j'ai pas besoin de faire de semaine en semaine. Si par exemple je veux laisser, imaginons 2 semaines, bon, c'est sûr qu'il faudra que je fasse quand même une visite du compartiment orphelin. Mais dès que je dois relancer un élevage avec les colonies qui sont à côté pour renforcer, on peut facilement y arriver sans problème de réalimenter aux nourrices ou de reprendre même encore éventuellement des cadres de couverts operculés qui viendraient de l'extérieur ou quoi. Et voilà. Oui, parce qu'au final, tu ramènes pas de cadre de couvain. Je sais plus si tu ramènes des cadres de couvain operculés dans le compartiment orphelin. Au départ, non, parce que elle en a déjà, étant donné que j'ai retiré étant donné que j'ai orpheliné. Tu le fais juste par après si. Pendant la saison, ou même, imaginons si j'aurais une rupture autre, rien ne m'empêcherait après l'élevage de pouvoir réintroduire une reine en pompe dedans pour relancer aussi éventuellement tous ces cadres-là. Ou alors tout simplement de reprendre des cadres qui viennent des colonies à côté. Et est-ce que tu n'as pas trop de difficultés avec le système cloak, donc les ouvertures, la gestion des ouvertures arrière, avant de savoir quand, à un moment donné, il faut peut-être remettre le système en mode avant pour pas trop déforcer sur le côté. Ça dure que 24 Ça dure, je le remets le lendemain. C'est juste le temps. En fait, en général, je vais, grosso modo, avoir 3-4 heures avant d'introduire mon câble de greffage. Je vais faire ça, grosso modo, vers 10 heures du matin. Quand les butineuses volent, justement, pour pouvoir permettre déjà à toutes les butineuses-là de pouvoir aussi renforcer cette partie-là et que ce soit quelque chose qui va vraiment déborder, dégueuler d'abeilles quand je vais introduire mes cadres d'élevage. Mais c'est surtout les nourrices, évidemment, aussi qui vont principalement aider. Il faut vraiment s'assurer qu'il y ait une bonne quantité de nourrices pour avoir une bonne prise en charge de toutes les barrettes. Donc voilà. Trop bien. Déjà 2 méthodes différentes. Et alors, pour terminer, donc je vais dire après le passage de la couveuse, je laisse naître toutes mes reines. Je ne les introduis pas en cellules fermées. Je veux pouvoir visualiser toutes les reines qui vont naître, les peser aussi, puisque on peut améliorer que ce qu'on peut mesurer. Et toutes les reines, je vais dire, qui n'auraient pas un poids optimal à la naissance, sont systématiquement écrasées et éliminées. Alors il y a quand même par rapport à la pesée de la reine à la naissance, il y a quand même des articles qui vont un peu dans tous les sens. Mais du coup, ici c'est un article, j'ai en tête, je ne sais plus de qui l'a écrit, mais la consommation, la variation du poids de la reine à la naissance serait hyper fluctuant d'une heure à une autre, parce qu'elle va se dessécher ou elle va déféquer, ce genre de choses, et donc tu peux être biaisé par cette variation du poids. Et ça veut dire, dans l'étude en question, je peux retrouver le lien après, l'optimal c'était après 36 heures, parce que là tu avais vraiment une meilleure stabilité du poids, ou alors à l'insémination si elles sont inséminées. Mais du coup, ma question par rapport à ça, c'est à quel stade vas-tu fixer, si tu fixes un seuil minimum de poids en pesant à la naissance, qu'est-ce que ce serait? Quel est ton seuil minimum? Disons que je ne prendrai pas des reines qui seraient au-dessous de 220 mg, parce que déjà, je vais dire, en regardant les poids à la naissance, à force de le faire, on peut quand même, je vais dire, avoir quelque chose, avoir en tout cas une certaine approche par rapport à tout ça, étant donné que dès qu'elles sont nées, elles sont pesées. Donc je m'amuse à rester pendant la couveuse toute la journée. Le jour de la naissance, je vais voir toutes les 10 minutes, voir s'il n'y a pas eu des naissances.
pour pouvoir aussi les marquer plus facilement déjà. Voilà, elles sont marquées, je veux dire, avec du vernis. En fonction des lignées, chacune des lignées a des couleurs différentes pour éviter la dérive et savoir toujours avec quoi est-ce qu'on va travailler. Ouais. Et du coup, on se rend compte quand même que les rennes, par exemple, une reine qui va faire 220 mg à la naissance ou une qui va faire 285 ou 290 mg à la naissance, il va avoir quand même une taille de gabarit différente. Ok. Il y a eu aussi des études qui ont démontré que les reines les plus grosses, en général, ont des ovarioles plus développées, ont une spermathèque un peu plus grande. Ça c'est qui va sûr. permettre d'avoir peut-être une meilleure fécondité de la reine et donc avoir une capacité de pont plus importante et aussi peut-être une longévité plus importante avec la taille de la spermathèque qui sera un peu plus grande. Et même un meilleur taux d'acceptation lorsqu'on va échanger les reines. Non, ça c'est sûr. Donc, voilà, Et même sur les vols de fécondation, moi je trouve aussi que les reines plus grandes revenaient plus que les reines plus petites. Mais C'est sûr. Et ça, il y a en aussi, général plutôt aussi. Ouais. ça, il y a aussi une belle étude qui compare tout ça et clairement, on voit qu'il faut peser les reines et avoir les travailler avec les plus grosses. Mais il soulignait aussi l'importance de la variation au début. Mais bon, dès qu'elles naissent, si tu es là devant ta couveuse toutes les 10 minutes, elles n'ont pas le temps de faire caca ou de se dessécher. Et toi, Pierre-Antoine, tu les pèses aussi? Non, je les pèse plus. Mais bon, quand on a tellement qui défilent, c'est tous les jours qu'on en introduit, on a l'habitude de, ouais, on le voit. Mais on regarde aussi les défauts, donc il n'y a pas que la pesée, on a parfois, ça arrive qu'il y ait eu un varroa dans une cellule, alors on l'a pas vu, évidemment quand on a mis le bigoudi, on ne savait pas, donc on a parfois une reine qui naît avec une atrophie quelconque. Sans aile, par exemple? Sans aile, j'ai jamais trop eu, mais parfois avec une aile qui est déformée, tu vois, ou une aile qui se met à angle droit, ça arrive parfois. C'est au froid, ça? C'est lié au froid. Okay. Moi, j'en ai déjà eu avec des varroas dans les cellules, et tu voyais qu'il y avait des déformations de l'abeille, ou qu'il y a l'abdomen un peu déformé. C'est parce qu'il y a une piqûre à un endroit au moment du développement. Donc ça, on contrôle, on marque tout. Nous, elles sont numérotées. Elles ont une pastille avec une plaquette qui va la suivre tout au cycle, parce que on a aussi, comme on a introduit beaucoup de reines, on a aussi des risques de dérive qui existent. Donc il faut que la reine de la lignée en question, on s'assure que ce soit bien elle. Et donc toutes nos reines sont numérotées, pastillées, puis quand elles partent en cellule, ça j'ai pas expliqué non plus encore. Mais la reine, elle naît en couveuse. Dans le bigoudi, on met un petit peu de miel au cas où elle naîtrait pendant la nuit, par exemple, quand on n'est pas là, parce qu'elle meurt assez vite en couveuse si elle n'est pas nourrie. Et elle sait se nourrir seule quand elle est vierge, pas de souci. On va la marquer et on va l'introduire dans une cellule de renaissance. Donc, c'est une espèce de cellule plastique avec un opercule de cire. Donc, on introduit la reine, on la remet dans une mini plus ou une ruchette orpheline depuis plus d'une semaine. Comme ça, il n'y a pas de couvain ouvert. Elles vont ça marche bien, ces cellules de renaissance? J'aime pas dire des 100%, mais c'est exceptionnel qu'elles ne l'acceptent pas s'il n'y avait pas de couvain ouvert. S'il y a du couvain ouvert, c'est quand même, faut faire attention. Mais quand il y a pas de couvain ouvert, c'est très 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 rare qu'elle accepte pas. Moi aussi, j'ai des super bons avec ça, super bons taux avec ça. Ouais. Et les vieilles abeilles aussi dans le nuque. Enfin, s'il y a des vieilles abeilles, là, il y a quand même plus de casse, je trouve. Quand c'est des vieilles dans l'éleveuse. Non, dans le nuque dans lequel l'introduction. La cellule. Ouais, mais même malgré ça. Ça reste très bon. C'est vraiment rare qu'elle soit pas acceptée. Moi, ce qui m'a un peu, donc j'ai appris récemment l'existence de ces cellules. Ce qui me rebute encore un petit peu, c'est la confection du capuchon cire. Ça peut paraître débile, mais de se dire bon, il faut pas qu'il soit trop épais non plus. Non. Sinon, alors voilà. Après ça, peut-être que faut le percer, faut faire un petit trou. Le nombre de reines que je produis, je sais pas, on est trop en peine. Si tu le chauffes, moi j'ai des chutes de feuilles de cire dans la couveuse, donc elles sont chaudes quoi. Donc quand je le prends, j'ai aplati avec mon doigt, c'est tout fin et c'est facile à coller sur les. C'est comme ça que je le fais. Et après avec une punaise, je fais un petit trou. Avant de mettre la reine. Avant de mettre la reine, ouais. Non, c'est important de le dire. Non, c'est vrai. Je fais un petit trou et puis j'introduis la reine dedans, dans le bon sens. Pas clipper la reine. Non, et pas clipper la reine, ouais. Ah ouais, ça fait déjà 2 points à faire attention. C'est déjà un problème si elle est introduite sans elle. Ouais, si c'est pour l'insème, à la rigueur. Mais même pour les insèmes, moi au début, j'avais des soucis de reines qui étaient abîmées à l'insème. Ok. Mais c'était parce que j'en avais discuté avec Sacha qui m'a dit mais pourquoi tu clips tes reines à l'introduction avant insème? C'est peut-être qu'elles sont déjà un peu, les abeilles vont sentir qu'elle est pas au top.
Et c'est vrai qu'après, j'ai arrêté de faire ça. Et ça fonctionne. Bah, oui, Maintenant, t'as plus j'ai de problème, changé, en quoi. même temps, j'ai changé les planchers. Donc, est-ce que c'est le clippage avant introduction ou le fait d'avoir changé les planchers qui a eu le plus gros impact? Mais c'est devenu plus rare d'avoir des abeilles abîmées, des reines abîmées pour l'insémination. Ok. Parce comme on les empêche de sortir, les abeilles vont essayer de les sortir, les reines, pour. Oui, Ouais, c'est ça. Voilà. Bon, on a déjà parlé de plein de trucs, mais je pense qu'on peut quand même parler de ta méthode, Tim. Avant de passer, je pense que la qualité des rennes, c'est un sujet où on peut revenir dessus et il y a beaucoup à dire. Mais peut-être voir ta méthode aussi, comme ça on sait. Eh bien, ça c'est simple, c'est la méthode Iebrick, vous regardez sur Internet. Explique un peu voilà. pour ceux qui n'ont pas Je vais un Internet. peu expliquer. Ceux qui n'ont pas Internet ne verront pas la vidéo. Mais Vas-y. si ils regardent la vidéo, Oui, ils auront. peuvent regarder. Non, c'est assez bien expliqué, la méthode. C'est vraiment adapté aussi à une apiculture hobbyiste, donc assez simple. Donc je travaille en mini plus. De toute façon, si on participe au programme Arista, vu qu'on est standardisé en mini plus, ça aussi c'est un conseil que je peux donner aux apiculteurs, c'est standardiser votre matériel. Bon, c'est très difficile parce qu'évidemment sur le marché rien n'est standard, même au niveau des cadres d'Adam, au niveau des corps de ruche, on a des plus épais, des moins épais. Donc c'est dommage que c'est pas plus réglementé, mais voilà, essayez de standardiser un maximum votre matériel, ça évitera beaucoup de tracasseries et d'énervement une fois qu'on est dans le rucher. Enfin, si c'est un rucher où il y a tout le matériel derrière, c'est moins problématique, mais s'il faut à chaque fois amener le matériel qu'on a besoin pour l'intervention, là ça devient vite compliqué. Donc je travaille en mini plus. Je fais en sorte de choisir, maintenant que j'ai le pied à l'étrier, j'ai toujours quelques colonies qui sont hivernées sur plusieurs éléments. On essaie souvent, j'utilise celles qui n'ont soit des fécondations naturelles avec lesquelles je ne veux pas aller en production. Donc, peu importe l'origine, j'ai envie de dire. Maintenant, si je remarque que d'une année à l'autre, on voit vraiment des différences entre les reines au niveau de l'élevage. Et donc, s'il y en a une qui élève bien, qui accepte facilement et beaucoup les larves, c'est là je vais essayer de la maintenir d'année en année, justement en mini plus pour continuer à faire l'élevage. Donc, on observe une disparité à ce niveau-là aussi. Donc, j'ai un élément, j'ai une mini plus, pardon, sur trois éléments. Au début, je faisais l'erreur de faire des buildings de 5-6 éléments, mais voilà, j'ai vite compris qu'au plus ça devenait haut, au plus ça devenait difficile à gérer. Je croyais que justement il fallait continuer à monter, mais non, pas du tout. Donc on essaye d'écrémer quand il faut. Faire en sorte, comme les autres intervenants ont dit, d'avoir vraiment que ça dégueule d'abeilles. Ça, c'est vraiment. J'ai déjà essayé de faire des élevages sur des starters qui n'étaient pas suffisamment populaires, mais ça doit vraiment déborder, quoi. Et là, ça ne marche pas. Si je n'ai pas suffisamment d'abeilles, c'est simple. Généralement, j'en ai plusieurs, justement, pour pas me retrouver coincé à un moment donné s'il y a un problème. Je vais piocher ailleurs. Donc là, je vais juste secouer des abeilles en plus pour remplir. Donc la méthode, en fait, elle prévoit 1 à 2 heures avant le picking d'orphelinée. Et généralement, je garde la reine, je trouve la reine, je la garde sur un élément Que tu déplaces. Que je déplace. Je mets ça à l'arrière, 1 mètre à l'arrière. Et donc, le temps après ça d'aller prendre le cadre sur lequel je vais faire le prélèvement des larves, de faire le picking et tout, elle va rentrer dans son mode orphelinage et quand je reviens, généralement, je peux introduire le cadre avec les cupules et c'est parti. Je veille juste que j'ai suffisamment de nourriture à proximité, 4 pollens et 4 miel vraiment à côté, et puis un cadre de couvain ouvert aussi, justement pour attirer les nourrices. Je ne fais pas le tri nécessairement dans les autres éléments, d'avoir que du couvain ouvert ou fermé. J'ai assez peu de problèmes par rapport à un élevage qui se ferait à côté. Dans un autre corps, dans un autre cadre, dans un autre ailleurs, cadre. ouais. Mais c'est déjà arrivé aussi. Bon,
Je pense que c'est parfois lié aussi à la période de l'année. Est-ce que tu fais ça début mai ou est-ce que tu fais ça au mois de juin? Il y a des disparités aussi. Mais bon, comme je n'ai pas la fréquence d'élevage ici des deux autres intervenants, je ne peux pas vraiment tirer des conclusions. Donc, j'essaye aussi au niveau de l'élevage, d'avoir toujours une goutte de gelée royale. Donc, j'essaie de récupérer de la gelée royale au moment de l'orphelinage ou alors sur une autre colonie où je décide aussi d'orpheliner pour mettre à chaque fois une petite. Donc, c'est pas un greffage sec, c'est un greffage humide, on dit comme ça, je suppose. Ouais. Moi aussi, je fais ça. Avec une petite goutte voilà, dedans. Là, généralement, j'observe une bonne. Des beaux taux d'acceptation. Ouais. Mais c'est vraiment lié après aussi à la capacité de la colonie d'accepter les larves. Vraiment, je vois aussi des disparités là, et comme je le dis, j'essaie de favoriser l'une ou l'autre éleveuse. Et après, tu en fais quoi des cellules? Tu les laisses dans ta mini plus? Oui, donc. Tu remets le corps avec la reine qui était. Voilà, c'est ça. Une fois que c'est accepté, je remets le corps, toujours avec la grille à reine. C'est mieux. Ça m'est arrivé aussi d'oublier ça. Et donc, l'élevage continue avec la. Et tu le fais le lendemain, ça? Pardon? Tu le fais le lendemain, le Oui, c'est ça, 24 heures plus ou moins après. C'est pas à l'heure près parce que bon, c'est tout en. Alors, j'essaie de faire un calendrier, donc je travaille avec le disque, c'est assez bien, et puis je note ça, vu que moi, c'est vraiment hobbyiste. Je note ça dans mon agenda pour ne pas perdre ça de vue. Et donc, tout est dans la même tour. Je les laisse naître. Alors, soit je les laisse naître, si je n'ai pas le temps, malheureusement, je les laisse naître, mais je sais que là, c'est plus compliqué parce qu'il faut manipuler la reine alors qu'elle est déjà vivante. Comme Christophe le disait, au début, elles sont engourdies, donc c'est facile de les marquer et tout ça. Par contre, une fois qu'elles sont déjà plus bien réveillées, ça galope dans tous les sens, quoi. Et c'est là que ça commence à devenir plus compliqué, qu'il y en a de temps en temps une qui... Mais donc là, elles sont déjà dans les nuques alors? Ou elles sont toujours dans le bigoudier? Donc ça, c'est si je la laisse dans le bigoudi, mais j'essaie quand même de les mettre dans le nuque. Donc, une fois qu'on est un jour avant la naissance, là, je fais l'introduction dans les nuques. J'ai préparé entre-temps tous les nuques. C'est ça qu'il faut généralement plusieurs tours sur lesquels on va aussi pouvoir prélever les cadres pour faire les nuques. Donc, le plus difficile, c'est le démarrage, mais bon, quand on est dans une structure comme Arista, il y a toujours un confrère apiculteur qui aide, et on l'a fait avec moi, maintenant je le fais aussi pour les autres. C'est vraiment en fonction de quand on a plus ou moins de... Il en faut beaucoup. Quand on m'avait dit, je pense au début, on m'avait dit c'était combien? Donc, là, on coupera, il faut pas que les gens sachent. Non, vas-y, je rigole. Quand je voulais commencer à élever, on m'avait dit, oui, voilà, tu veux faire quoi? Une dizaine de reines? On m'annonce, il faut au minimum 30 mini-plus. Je dis, qu'est-ce qu'il faut faire avec 30 mini-plus? Je veux que des reines. Je n'ai jamais dit ça, et Sacha non plus. Il en faut 40. C'est un mensonge. Mais du coup, pour une personne qui débute et qui a envie de se lancer dans l'élevage de rennes, qui n'a pas autant d'abeilles que nous trois, que vous trois, comme nous quatre, comment est-ce qu'on pourrait lui conseiller s'il a envie de faire une dizaine de rennes ou même pas, et qu'il, je sais pas moi, il a 2 ruchettes et 3 colonies, comment est-ce qu'on peut, quels conseils on pourrait lui donner pour se lancer? Moi, disons que je pense que je prendrais une de ces ruchettes. Ouais. Je retirerai le couvert ouvert, évidemment, pour toujours maximiser la production de gelée royale. Je placerai cette ruchette à l'emplacement d'une de ces ruches de production pour récupérer les butineuses. Ouais. Ça, tu gonfles ta population. Évidemment aussi, ajouter un bon nombre d'abeilles nourrices qui viennent de couverts ouverts. Ouais. Et puis, voilà, c'est tout simplement l'élevage, peut-être 3-4 heures après, pour respecter, je veux dire, un taux d'orphelinage et avoir une meilleure prise en charge des cellules. Temps d'orphelinage, vous en avez tous les trois parlé. Tous les trois des temps d'orphelinage différents. C'est une semaine. 3-4 heures, et toi c'était 24 heures. Ça dépend en fait. Le problème c'est qu'en général avec 3-4 heures c'est suffisant. Ouais. Il suffit pas. On sait s'en rendre compte avec les abeilles qui commencent à pleurer, je vais dire, voilà. Mais les abeilles Belfast ne sont pas toujours les meilleures pour élever. Il y en a qui sont meilleures que d'autres. Il y a des éleveuses qui sont meilleures que d'autres. Ouais. Et si on a la malchance de tomber sur une éleveuse qui n'est pas super top, elle risque aussi de ne rien prendre du tout en charge. Ça m'est déjà arrivé, on repasse 24 heures après et il n'y a rien. C'est le jour et la nuit, quoi. Donc,
Et c'est Donc, comme ça que pour tu arrives à qu'en lancer. général, j'attends 24 heures, mais pas plus, et même peut-être un peu avant, parce que sinon, si même il reste, enfin, moi je retire un maximum de couverts ouverts, évidemment, mais il reste quand même toujours des larves. Ouais, sur une vieille larve, elles vont peut-être décider d'élever. Et en général, elle commence à élever, après 24 heures d'orphelinage, elle commence à élever elle-même, sur ce qu'il leur reste, évidemment. Ok. Et ça, je n'ai pas envie que ça arrive. Donc tu dirais 24 heures au maximum, Au gros ou alors maximum. faire comme Pierre-Antoine, devoir repasser et espérer ne pas oublier de cellules. Ouais. Parce qu'au final, c'est ça le gros Ouais. risque. Et en fait, ce que nous on fait une fois qu'elle est lancée et quand c'est le démarrage qui est un Ouais. peu plus, qui est le plus lourd. Mais quand on rajoute du couvain au 6e jour dans la ruche, on le met de part et d'autre du cadre d'élevage. Ok. Et donc on a que ces 2 cadres-là À à contrôler à chaque fois. Donc on rajoute des abeilles, et alors ils sont chaque fois datés. Moi je redate la date d'introduction du cadre, parce que comme c'est à 6 jours, ça peut arriver que 6 jours après j'enlève, mais qu'elles élèvent encore sur une larve de 7 jours de ce cadre-là, ou à 9 qui était à 3, qui était à 0, Ouais. et que donc je dois le vérifier 2 cycles d'affilée ce cadre-là. T'écris quoi? Juste au stiff Je au-dessus, stiff la date ou au ok. bic, pas avec mon lève-cadre. Moi j'écris avec, Non, je sais pas, peut-être que tu as un système de couleurs ou de non, punaises. j'écris simplement la date, et comme ça je sais lesquels je dois contrôler. Ok. Quoi. Ouais, donc c'est vraiment le démarrage. Oui, de c'est le ton démarrage système qui est plus lourd. Une fois que c'est mis en route, après ça devient une routine. C'est facile à suivre. Trop. Ouais. Donc oui, alors ici, je vais dire le cas de la ruchette. Ouais. Ce sera starter-finisseur. Ouais, qui fait tout. Ouais. Donc je vais dire, il faudrait peut-être quand même, enfin, pour suivre l'élevage que la personne voudrait faire, mais bon, si ça reste dans une ruchette, je pense qu'une trentaine de cellules, ce serait pas mal. Pour avoir des rennes de bonne qualité. Voilà. Ça sert à rien d'essayer de faire plus et risquer d'avoir des rainettes qui vont ressortir après, quoi, et avoir fait tout ce travail pour rien, quoi. Et qu'est-ce que vous regarderez d'autre en plus que, enfin, pour celui qui n'a pas une petite balance pour savoir combien pèse sa reine, comment est-ce qu'il pourra avoir une idée de si ses reines ont été bien nourries, si elles sont Un truc qu'on fait nous, c'est et ça tout le monde peut le faire. Ça ne donnera pas nécessairement, c'est pas nécessairement corrélé au poids de la reine à la naissance, on a déjà vérifié. Mais les cupules Nico, elles sont transparentes. Si tu vois si tu vois pas de gelée à travers la cupule, c'est que c'est sûr, elle a pas eu assez à manger. Si la cupule est remplie, elle aura sur trop à manger. Mais en regardant la cupule, on sait, ok, là il y avait beaucoup d'abeilles par rapport aux larves, ou il y avait pas assez d'abeilles par rapport aux larves. Et donc, si on voit qu'il n'y a pas assez de gelée dans la cupule par transparence, eh ben, il faut en mettre moins. Le tour d'après, il faut réessayer avec moins. Et parfois même, il faut accepter de recommencer à 0 s'il n'y a pas de gelée du tout, plutôt que de passer du temps à élever, faire féconder des choses qui vont pas donner. Il vaut mieux parfois recommencer si on se rend compte que ça va pas donner des bonnes reines. Parce que pas un tri justement de ces cupules qui sont moins. en fait, nous, souvent, et ça m'est déjà arrivé aussi, donc, parfois, quand on pique et qu'on greffe, on voit parfois qu'elles mettent plus de temps à operculer certaines cellules et qui n'est pas lié à l'âge de la larve, mais qui est parfois un défaut de la larve, ou parfois j'ai peut-être pu blesser la larve en la prenant avec mon picking chinois et en la remettant dedans. Et donc, celles-là, on va les voir, elles vont avoir un développement différent des autres. Et donc, c'est celles qui sont différentes de la majorité que nous, on élimine. Ou des cellules qui deviennent comme ça, une espèce de truc gigantesque. Les plus longues sont pas nécessaires. Non. Donc, tout ce qui est anormalement petit ou anormalement grand, ça, on élimine. Et avant de se dire, on va la laisser naître en couveuse et on verra bien. Parce que, alors, c'est du temps, quoi. C'est du temps. Ouais. Donc, nous, on les écarte tout de suite, quoi. Juste au milieu de Pour compléter peut-être un peu ce que tu dis, moi j'ai pris l'habitude de vérifier toujours le niveau de gelée royale le deuxième et le troisième jour, grosso modo, pour voir si la progression est bonne en fait. En général, le deuxième jour, on arrive quelque chose comme une demi-cupule, après 48 heures, grosso modo, 48 heures après greffage. Et je vais dire, le troisième jour, donc 72 heures après greffage, la cupule doit être pleine. C'est là qu'il y a, je veux dire, vraiment le niveau maximum de gelée royale. Et même en regardant par transparence au niveau, je veux dire, du col de cire qu'il y a autour de la cupule, on voit même que ça va encore plus bas, quoi. Alors il y a aussi une chose qui est importante, on n'en parle pas toujours, mais il y a quand même la grandeur de la cellule aussi. Il ne faut pas des cellules trop petites. Il ne faut pas des cellules trop grandes non plus, parce que des cellules trop grandes, je vais dire, ça m'est déjà arrivé d'avoir des cellules qui sont plus longues que les autres, et au final, il en sort des reines tout à fait médiocres. Parce qu'en fait, la larve n'a pas pu accéder, je veux dire, au fond de la cupule pour pouvoir aller se nourrir avant de se nymposer.
Et du coup, ben voilà, on peut avoir des rennes de pied de qualité avec des cellules qui seraient peut-être trop grandes. Donc voilà, il faut vraiment, il y a peut-être moyen, je veux dire, de limiter ça en travaillant sur l'espacement qu'il y a entre les barrettes de cellules royales. Entre tes étages sur ta. C'est ça. Ouais. Donc voilà, il ne faut pas non plus leur laisser trop de place pour ne pas qu'elles descendent trop bas. Sinon, on risque aussi même d'avoir des larves qui vont peut-être tomber dans le fond, la cellule royale. Et ça, c'est poubelle. Et ça, c'est fou. Ouais, ça c'est mort, ça ne n'est même pas ça. Ou alors, tu risques d'attendre longtemps à côté de la couveuse. Ouais. Avec ta balance. Après, moi, je n'y suis pas toutes les 10 minutes. Ah, donc, puis les plates. Ouais, c'est ça. Voilà. Moi, au niveau de la quantité de gelée royale, un truc qui m'avait été donné, que j'ai essayé, je pense, pour la première fois l'année dernière, ça a bien marché. Après ça, je ne pèse pas mes rennes, donc en effet, je ne peux pas dire s'il y a un lien de cause à effet. C'est de faire un premier picking, et puis 3 jours après, quand la quantité est maximale, de refaire un picking à ce moment-là. Donc d'enlever la larve et de refaire pour dire, ben voilà, on repart avec une larve de 3 jours, et elle est déjà avec blindée de gelée royale. Je ne sais pas si... Je l'ai fait. Je l'ai fait une Ah, tu l'as fois. fait, Je l'ai fait, mais je n'ai pas attendu 3 jours. Oui, je ne dis pas 3 jours. Le problème, c'est que la bouillie larvaire qui est distribuée, donc cette gelée royale, elle évolue en fonction de l'âge de la larve aussi, et sa consistance aussi. Je veux dire, elle va être beaucoup plus épaisse en fonction de l'âge de la larve. Quand elle va être plus vieille, je veux dire, cette gelée royale va être beaucoup plus compacte et épaisse, alors qu'au début, elle va être vraiment liquide, beaucoup plus liquide et tout ça. Donc je pense que s'il faut faire quelque chose comme ça, il faudrait le faire au bout de 24 maximum 48 heures. Je me suis amusé à le faire. Tu n'as pas vu la Si, parce que je m'amuse à peser les rennes, donc j'ai pu quand même constater que j'avais, je veux dire, une amélioration du poids moyen des rennes, en fait. Maintenant, je veux dire, avec de très bonnes éleveuses, même avec un simple greffage, tu as les mêmes résultats. C'est juste une qualité d'éleveuse. Et aussi peut-être la qualité des soins qui va être apportée soit par l'apiculteur, soit par les butineuses, parce qu'il ne faut pas négliger aussi l'aspect météo. Quand on lance un élevage, il faut pouvoir être derrière aussi et pouvoir le suivre au cas de problème. S'il pleut, par exemple, que les abeilles ne savent pas sortir, il faut quand même pouvoir les stimuler. Donc voilà. C'est magnifique que tu parles de stimulation, parce que vous êtes tous les trois chez Arista, et on a des créneaux pour les enseignes et tout qui sont assez... je sais pas si c'est court, mais en tout cas, il faut être à temps avec des abeilles de qualité, enfin des reines de bonne qualité, des mâles qui doivent aussi être matures au bon moment. Et on est évidemment hyper dépendant de la météo. Du coup, comment est-ce que vous faites pour arriver le 5 mai avec des rennes super belles, alors qu'il a fait dégueulasse pendant tout le mois d'avril, par exemple, où il a fait froid, ou avoir des mâles parfaits pour les enseignes de début mai, ou voilà un petit peu... Ça, c'est toute la complication du problème, et qui nous pose bien des problèmes, parce que parfois, voilà, ça m'est déjà arrivé, évidemment, il faut élever, pour avoir des rennes début mai, il faut commencer à élever en avril. Ouais. Et avec un mois d'avril assez froid, voire même parfois neigeux, il faut, comment dire, un peu aller contre nature, si je peux dire. Ouais. Et là, c'est un élevage qui ne sera peut-être pas dans des conditions optimales, mais il faut rendre ces conditions optimales. Et là, je veux dire, Et comment rendre ces conditions optimales? C'est ça l'objectif. Je veux dire, il faut déjà anticiper. Peut-être que les colonies éleveuses repérer aussi évidemment des colonies qui seraient déjà suffisamment belles en sortie d'hivernage. Les stimuler pour dire d'avoir vraiment des populations, je veux dire, encore plus belles au moment du greffage. Et aussi, alors, par mauvais temps, pouvoir apporter tout ce qui est, je veux dire, protéique. Parce que si elles ne sortent pas, qu'il n'y a pas d'apport de pollen, ou même en avril, je veux dire, oui, on peut compter sur le sol marceau, mais suivant la météo, ce n'est pas toujours le cas. Donc il faut pouvoir avoir des pâtes protéinées qu'on va élaborer nous-mêmes avec un mélange de miel et de cette poudre protéique, et apporter aussi l'élément eau, donc apporter de l'eau mielée par exemple, pour dire de vraiment avoir l'eau. C'est souvent négligé l'apport de l'eau. La substance sucrée plus, je veux dire, l'apport protéique, pour stimuler, je veux dire, toute la colonie à essayer d'avoir les conditions optimales pour dire d'élever ces rennes. C'est pas toujours évident, c'est vrai, mais voilà. Ouais. Nous, on met du pollen et du miel. Okay. Ou du pollen et du sirop, si jamais tu fais on est... une boule ensemble ou ouais, 50-50.
Ok, et là, tu as un truc qui coule pas quand il y a Ça, la température ça de ruche. colle au doigt, mais tu n'as pas la noquette qui reste accrochée à ton doigt. Tu Ok. as le doigt qui est quand même libre, mais c'est collant. Et Et- alors, dans le cadre d'élevage, on achète des trucs tout faits Ouais. dans le commerce et il y a un bac nourrisseur au-dessus et on le remplit avec ça. Systématiquement, peu importe le moment de la Non, saison. pas en mai, tu mets pas ça. Tu Ok. mets ça si on doit élever en avril pour des rennes de début mai, alors on va le mettre. Ou alors en fin de saison, si on voit qu'il y a des difficultés de rentrée de pollen, alors on va le mettre. Mais Mais en en mai, saison, on ne le fait pas. Un même s'il apiculteur, fait dégueulasse, tu pars du Je principe dois qu'il y a être, trop de pollen, il y a du pollen dans les cadres qu'elle peut aller j'ai chercher. jamais eu à nourrir en mai pour de l'élevage. Ah, Ok. non. En 2021, en 2021, on a nourri, ouais. On a nourri en 2021, c'est vrai. Jusqu'en mai. Oui, si, ça arrive en mai Ok. aussi. Ouais. Mais normalement, après, quelqu'un qui veut se lancer dans l'élevage, il doit choisir un moment qui est plus propice. Évidemment. Là, dans le cas d'Arista, on a un calendrier qui est vachement strict et donc on est obligé de se forcer à ça. Mais quelqu'un qui se Ouais. lance dans l'élevage, Il doit il choisir fait le ça moment. en mai-juin, quand il fait bon, et ouais, c'est plus Ouais. facile, il y a plus de mâles, c'est plus simple. Pareil, les mâles, pour avoir des bons mâles en mai, il faut aussi stimuler. Hein. Là, les ruches à mâles, on stimule aussi, nous. Ouais. De nouveau, avec un mélange pollen-miel pour... En 50-50. non, c'est toujours en 50-50, ouais. Voilà, après, Aussi, ça on peut le mettre on peut mettre moins, mais Et, Ouais. au niveau de la prise de cette pâte, on Ouais. va dire moitié pollen, moitié miel, Ouais. comment ça se passe vis-à-vis du nourrisseur, par exemple, je vois très bien les cadres, j'imagine peut-être en bois. ouais, mais j'en ai pris un avec pour vous montrer comme ça. C'est un truc tout fait. J'ai les mêmes. Ouais, voilà. Donc c'est un truc. Il a fait C'est ses un devoirs. truc, c'est un truc standard, tout fait. Et donc nous, on tape là-dedans avec un coup de lève-cadre, on l'enfonce. Et si on revient voir le nourrisseur, enfin le bac, une heure après, toutes les abeilles sont en rang d'oignon Ouais, c'est ici, ça. en train de lécher ce qu'il y a dedans. Et Et il est consommé en combien de temps, grosso modo? si je le remplis à fond, 2 jours. Ah oui, quand même. Ouais. Donc, c'est pas mal. Si je le remplis, je le remplis rarement à fond, je mets une grosse noquette pour dire 2. Mais après 2 jours de mauvais, en avril on va le mettre tous les 2 jours, Ouais. mais quand on doit vraiment renourrir, c'est plutôt pour le démarrage, on remet une petite noquette pour dire de les lancer et qu'elles en aient tout de suite. Et le pollen qui est mis, c'est C'est le le nôtre. pollen qui aurait été séché Ouais. au préalable. alors, Ouais. c'est ça. Nous, en fait, on prend dans notre stock de pollen qu'on consomme, Ouais. on reprend là-dedans. Au début, on a toujours un peu des poussières de ce qu'on a trié, des poussières de pollen qu'on a passées à la machine. On a toujours mais bon, c'est vite consommé. Donc ça. Après, on a quand même à chercher du bon pollen pour le faire. Voilà. Un des points qu'on a peut-être donné pour les gars qui se lancent, souvent, ce qui fait peur, c'est le picking, je pense. C'est un truc, quand on l'a jamais fait, on dit, est-ce que je l'ai bien fait, pas bien fait? Et souvent, on va chercher dans le fond d'une cellule en voyant pas bien, avec pas beaucoup de lumière. Tu sais, il faut un max de lumière, c'est quand même un conseil, de faire avec un max de lumière. Et faut pas avoir peur de déchirer la cire, sans toucher les larves évidemment, pour avoir les larves vraiment à fleurs, quoi. Et prendre un cadre avec de la jeune cire, de la cire qui est encore toute claire, c'est plus facile d'aller gratter. Et comme ça, on peut voir ce qu'on fait. Nous, quand on en fait beaucoup, on a l'habitude d'aller les chercher sans casser la cire, mais c'est quand même beaucoup plus facile. Les abeilles vont reconstruire la cire après. Je trouve ça, c'est un conseil qu'on m'avait pas donné, mais après, quand je l'ai vu faire par quelqu'un, c'était tellement évident que c'est ça qu'il fallait faire. Ouais. Et choisir l'âge de la larve aussi, je pense, c'est souvent, enfin, au début, enfin, quelqu'un qui commence, il va pas spécialement voir le bon âge de larve, il va souvent piquer un peu plus gros. Et ça, on pourrait très bien mettre dans la rasseuse, au bon timing, qui serait quoi, 3 jours, 4 jours avant, pour avoir des larves qui ont toutes moins de 24 heures. Donc ça, c'est encore un ça, tips pour ça c'est facile. Et alors aussi, une chose vis-à-vis des rasseuses, aussi en leur retirant évidemment tout le couvert ouvert, avant de placer ce cadran, je vais dire, à pondre. Ouais. En supprimant le couvert ouvert, on va aussi maximiser, je vais dire, la production de gelée royale pour les nouvelles larves qui vont venir, dont on va se servir pour greffer. Ok. Alors le fait aussi d'avoir bain de gelée royale plus important au-dessous de ces larves va aussi optimiser le prélèvement des larves et va éviter aussi qu'on les blesse. On les Parce que, touche. je veux dire, il y aura un beau lit de gelée royale en dessous. Alors que ce soit au picking suisse ou au picking chinois, je préfère quand même le picking chinois. Je veux dire, ça va permettre de prendre déjà la larve sur son lit en fait, quasiment entièrement de gelée royale, pour pouvoir le déposer dans la képule sans avoir blessé la larve.
Et aussi, voilà, ça améliorera le taux d'acceptation parce qu'une larve blessée, c'est fini, elle sera nettoyée 24 heures après, peut-être même directement, suivant la blessure, quoi. Donc, Un petit tip qui marche bien aussi pour le picking. Après, quand on utilise le picking chinois, c'est donc moi je fais toujours un mélange 50-50 à peu près de gelée avec de l'eau pour mettre dans la cupule où je vais greffer ma larve. Que tu mets avant, du coup. Que je mets avant. Ok, ouais. ouais. Mais surtout, ce que j'ai remarqué, c'est quand il faut en faire beaucoup et qu'il faut aller vite, c'est que si je mouille ma plume du picking, alors simplement en descendant, il faut pas que ce soit une grosse goutte d'eau, mais il faut que ce soit humide. Quand je le descends dans la cellule, la larve elle migre sur la plume. Ouais, je la mets en bouche, moi. Ah bah ça c'est pas bon ça aussi. Ouais, ça goûte un peu la gelée. Il paraît que ça a plein d'effets positifs sur la Ouais, santé. c'est Donc, ça. c'est ça que c'est bizarre, ta veine. Ouais, c'est pour ça que t'as plus de cheveux. Waouh. Non, mais trop bien. Donc voilà, le fait de faire migrer, ça évite de devoir aller insister. Et parfois avec le picking, on pousse la larve. Et là, c'est sûr que c'est fini, mais quand c'est humide, ça vient coller dessus, c'est plus facile. Quoi. Un petit truc aussi par rapport au picking chinois, enfin ceux du commerce, personnellement, je trouve que la plume est beaucoup trop dure. Ouais. Et donc, on passe très rapidement en dessous enfin à travers la cire. Donc, il faut parfois un peu le limer avec. Ouais, disons que le problème des nouvelles cires, c'est comme elles n'ont pas encore eu de cocon. Mais même avec des anciennes, parfois. La plume est tellement dure que. Je veux dire, allez, si tu vas prendre les pickings chinois, si tu veux en trouver des bons, il faut en faire peut-être en avoir un sur les 10. Et encore. Maintenant, en général, ceux qui ont l'habitude vont travailler avec une lame de rasoir et vont encore affiner. Ouais, c'est ce que je disais. Pour la rendre plus souple, il ne faut pas qu'elle soit trop souple non plus pour ne pas qu'elle croque. Ouais. Mais il faut vraiment garder donc quand même une certaine épaisseur et assez de souplesse, mais vraiment surtout sur la poète. Et ça, il y a moyen en l'affûtant de la rendre plus souple et qu'elle épouse vraiment parfaitement l'arrondi du fond de la cellule, quoi. Alors le problème évidemment, c'est avec les nouvelles cires, où là je vais dire, tu as le problème que comme il n'y a pas eu de cocon, je veux dire, tu pourrais transpercer la paroi. Et voilà, donc l'idéal c'est vraiment d'avoir tout ce lit de gelée royale, soit de faire comme Pierre-Antoine ou Tim, de mettre des gouttes. Et ça va aussi aider, je veux dire, à lutter contre le dessèchement des larves. Ouais. Ça c'est un truc qu'on n'a pas dit ça, mais c'est important ça. Alors, parce qu'il y a clairement les pièges à éviter aussi, on va parler, et ça c'en est un. Une fois qu'on a fini une barrette, on l'emballe dans un drap humide, bon pas à l'excès, mais juste humidifié, donc passer sous l'eau et tordu, c'est suffisant. Et on enroule ensuite les barrettes en stand-by en attendant de terminer de greffer les autres, et puis elles sont ressorties et placées sur le cadre d'élevage au moment de l'introduction. La température, je veux dire, on sait qu'elle craigne. Aucun impact. Voilà. Ça, moi j'ai déjà fait qu'ils aient très froid, ils ne sont pas sensibles. Ils sont sensibles à une température inférieure de 5 degrés, mais donc je crois ça va, on est bon. A priori, même en greffant pour Arista tôt en saison, en le faisant dehors, on est encore bon. Ouais, rigole, ça m'est déjà arrivé de le voir le faire dans la bagnole, parce qu'il neigeait. Mais tu avais un bon éclairage. Et le chauffage. Et un chauffage. Vous pensez à d'autres petits pièges comme ça à éviter pour peut-être sur tout le processus d'élevage de rennes, on va dire du choix de la raceuse à la reine prête à partir. L'âge de la reine, il faut greffer sur... Raceuse, tu veux dire? La raceuse, ouais. Donc il faut greffer sur des jeunes reines. Ok. En tout cas, je vais dire, allez, peut-être un moyen de s'en rendre compte. Donc il ne faudra jamais greffer sur une colonie qui est hors mérage. Parce que si hors mérage, c'est qu'il y a déjà un problème avec la reine. Ok. Et sur ces reines-là, il ne faut pas greffer. Pourquoi? C'est un petit peu, sans vouloir être péjoratif ou manquer de respect ou quoi que ce soit, voilà. C'est un petit peu comme, je veux dire, une femme qui aurait passé un certain âge, je prends la quarantaine d'années, qui risquerait peut-être d'engendrer de la trisomie parce que ses ovules se seraient dégradés. C'est pareil pour les reines en fait. Et qu'est-ce que tu appelles par... Du coup, tu as donné un âge pour les femmes, mais ici c'est un truc apicole, donc tu n'as pas une idée d'âge de reine ou... Non, parce qu'en fait, suivant la reine... Un truc à observer qu'on pourrait dire. Suivant la reine, sa longévité ou sa qualité pourra être différente. Donc, mais qu'est-ce que tu vas observer du coup, pour faire ton choix ou te dire elle est trop vieille? Si son couvet est toujours compact, c'est que ses ovules n'ont aucun problème. Ouais. Si maintenant son couvet commence à devenir lacunaire, c'est trop tard. Ça sert à rien. C'est qu'il y a eu des problèmes, que les abeilles ont commencé à faire de l'hygiénisme parce qu'elles se sont rendues compte que les larves présentaient un défaut. Donc, et ce couvain lacunaire pourrait pas être lié à autre chose? Voilà.
Si c'est des VSH. Oui, mais Ou bon, même, Même c'est la là, tu as un mâle, consanguinité. ouais, t'as un mâle diploïde Ouais. qui apparaît parce que on sait que la reine n'a pas, dans sa spermathèque, tous les mais mâles tu ne le vont pas verras être direct. exprimés en même temps. Tu le verras déjà avant alors. Pas spécialement. Tu sais que dans la spermathèque, enfin, dans la colonie, je cherche la petite Oui, bête, là, on oui, est oui, d'accord, oui, hein. oui, oui, ok. Mais Mais en général, bon, c'est vrai qu'on va plutôt. un manque de sélectionner, dynamisme de je la veux dire. colonie. Bon, ben, c'est sûr que la vitalité du couvain est un trait qu'on sélectionne quand même. Ouais. Avoir de beaux couvains, c'est sûr que c'est intéressant. Maintenant, dans le cadre d'Arista, avoir un couvain hyper compact, c'est peut-être pas une bonne chose, Ouais. parce que ça montrera qu'il n'a peut-être pas, je vais dire, les traits de VSH qui auront été transmis. Ou que la colonie s'est déjà débarrassée de tous les varrois. Par exemple, mais bon, voilà. Mhm. Mais en général, on va plutôt sélectionner sur cet aspect-là. Donc, je vais dire, si on a eu l'habitude de voir une colonie qui avait des couvains bien compacts, qui avait une très bonne vitalité du couvain, et qu'on s'aperçoit, je vais dire, au moment du greffage, que la colonie présente des trous, c'est qu'il y a manifestement un problème. Alors, est-ce qu'il est encore intéressant de greffer sur cette reine-là? Paul Hummels le dit lui-même qu'il ne faut pas greffer sur les vieilles reines. Alors l'âge de la reine, bon, je pense que en la conservant aussi, je veux dire, après l'avoir évaluée, en la plaçant dans une plus petite unité, soit dans une ruchette qui serait sur 3 ou 4 cadres, ou en mini plus, peu importe, le tout étant de l'économiser, je vais dire, on va pouvoir prolonger, je vais dire, Sa longévité. sa longévité, et dire un âge comme ça, je dis, allez, il ne faudrait peut-être pas excéder les 3 ans, je ne sais pas. Et dans C'est les déjà 3 bien ans, quand- du coup, c'est déjà bien quand on peut garder des rêves, je vais dire 3 ans ou peut-être 4 ans, mais la 4e année, moi personnellement, je n'ai jamais eu aussi longtemps. ouais. Mais voilà, je pense qu'une fois que le couvain se dégrade au niveau de la vitalité, des trous et tout ça, je pense que ce serait là, voilà, à proscrire à ce moment-là. T'as parlé de ramener la raceuse en ruchette. Comment vous fonctionnez aussi pour pouvoir préserver la reine après, je sais pas, enfin, j'ai la réponse, mais j'ai envie de vous entendre la dire. Pour garder la reine le plus longtemps possible, à quel moment vous le faites? Je sais pas s'il y en a un. Moi, les raceuses que j'ai, c'est généralement des SD ou des ND, donc elles restent d'office, enfin non, pas les ND, elles vont VG production, mais les SD restent en mini plus, et puis généralement, comme c'est inséminé à un seul mâle, dans le cours de l'année suivante de l'insémination, on voit qu'elle devient à un moment donné bourdonneuse, donc on sait que c'est fini à ce moment-là. Donc là, le problème ne se pose pas aussi, plutôt d'arriver encore à faire un picking avant qu'elle soit bourdonneuse. Parfois, c'est assez tôt dans la saison. Mais du coup, est-ce que ça contredirait pas ce que Christophe disait, de vouloir faire un picking juste avant qu'elle est en train de... Mais on est dans une dynamique différente. Chez lui, les raceuses sont déjà évaluées, donc c'est vraiment pour faire des filles qui elles-mêmes vont aller en ruche de production. Ici, c'est vraiment dans le process de sélection d'Arista. Ouais, puis on est dans un système de fatigue ovarienne que l'autre dans, Ouais. dans un Évidemment. système de vide de sperme. C'est pas tout à fait la même chose non plus. Non, ouais. Donc là, c'est voilà, le problème est différent. Et je n'ai pas encore trouvé la bonne raceuse. Et du coup, SDI, tu aurais un mot à dire sur les reines à fécondation complète? Complète, je sais pas ce que tu veux dire par fécondation complète. MDI ou fécondation naturelle Ah, sur île. donc, nous, nos raceuses sont toutes des reines inséminées déjà. Ouais. On ne pique jamais sur une fécondation naturelle. Et donc, les SDI, elles ne vont, elles, jamais en ruche de production. On fait un picking, on évalue les filles, on essaie de les garder le plus longtemps possible vivantes pour qu'on puisse éventuellement faire un picking sur la 2e ou 3e année. Donc, cette année-ci, on a eu la chance d'avoir une qui a fait... Ouais. Bon, elle ne passera pas, elle ne passe pas l'hiver cette fois-ci. On a vu qu'elle était cette fois-ci, c'était vraiment fini, mais elle était quand même bien là avant l'hiver. Et les MDI, par contre, donc moi je ne suis pas exactement les lignes directrices d'Arista, et je l'assume complètement. Mes MDI restent en mini plus. Et par contre, je pique sur toutes les MDI quelques jours après la ponte. Et je fais une quinzaine de filles par MDI que j'envoie tout de suite en production. Et donc l'année suivante, j'ai ces MDI, j'ai ces F1 qui sont en production tout de suite. Et c'est pas la reine que j'ai pas lu, c'est ces filles l'année suivante directement. J'ai les résultats sur les filles qui pour moi a plus de valeur que les résultats sur la mère.
Parce que si les filles sont mauvaises, alors même si la mère est bonne, je ne sais rien faire avec, avec une reine dont la progéniture n'est pas suffisamment bonne ou qui n'est pas compatible avec mon modèle d'élevage. Et donc, je fais toute une série de filles, des MDI, et voilà. C'est comme ça qu'on évalue. Nous, on n'évalue pas la reine sur ses performances à elle, on l'évalue sur ses filles. Ok. Voilà. Comme ça que je fonctionne. Ouais, mais c'est trop bien d'avoir cette vision-là, même si c'est. Mais ça demande d'avoir beaucoup de colonies. Ou peu de raceuses. Ou peu de raceuses. Et ça aussi, en fait, au début, on était dans un modèle dans lequel on prenait plein de génétiques de tous côtés, mais c'est trop contraignant d'avoir beaucoup de diversité. Donc, on a celles qu'on sait qui vont faire beaucoup de miel, qui vont être douces, qui vont répondre à tous les critères qu'on veut sélectionner. Et puis, chaque année, on va tester des nouvelles lignées, mais on va en tester moins, quoi. On va regarder, peut-être 2 ou 3 nouvelles lignées, et celles-là, on va faire toute une série de filles. Et on va les mettre au front et on verra bien ce que ça donne comme résultat, quoi. Voilà, ça c'est le choix de la raceuse, on le fait comme ça. Voilà. Alors, moi, pour un petit peu expliquer, donc les reines que j'ai, les souches, sont soit faites par insémination ou soit fécondées sur île, qui travaillent, je veux dire, avec tout un groupe de reines sœurs. Donc on est sûr, je veux dire, du pédigré, je veux dire, amené par les mâles. Donc ces reines-là, en général, elles sont introduites fin de saison, grosso modo fin septembre, début octobre, quelque chose par là, parce que ça facilite l'acceptation, je veux dire, des reines aussi, le fait qu'il n'y ait plus de présence de mâles dans les colonies à ce moment-là. Donc évidemment, les reines hivernent avec une population d'abeilles qui ne leur appartient pas. Du coup, pour pouvoir, je vais dire, les évaluer correctement, il va falloir attendre toute la saison d'après. Je vais dire, ce sera à partir de grosso modo de début mai qu'elles vont se retrouver sur 100% de leurs filles. Donc on ne peut pas non plus estimer, je vais dire, correctement toute, je veux dire, la mielée de printemps qu'il va y avoir, puisqu'elle n'était pas encore sur 100% de ses filles. Donc du coup, on pourra quand même voir vis-à-vis de la tendance à l'essaimage, étant donné que ça démarre généralement en mai et qu'à ce moment-là, elle sera sur ses filles. C'est là qu'on va pouvoir voir s'il y a des prédispositions déjà ou pas. Donc en gros, je veux dire, voilà, la reine va passer, je veux dire, sa saison, elle sera évaluée suivant les différents aspects qu'on peut attendre d'une bonne abeille. Et ce n'est qu'au terme, je vais dire, de la seconde année, donc je vais la laisser hiverner pour voir déjà comment elle va hiverner avec ses filles, voir comment la colonie va redémarrer au printemps et voir, je veux dire, sur les premières mielées, comment elle va se comporter, étant donné que je n'avais pas pu tester cet aspect-là lors du printemps précédent. Et une fois qu'elle aura fini tout ça, je veux dire, grosso modo, à partir du mois de mai, une fois qu'il y a une présence de mâles, je veux dire, à ce moment-là, je vais retirer, comme les colonies sont testées en production, je vais tout simplement retirer quelques cadres à la colonie avec la reine qui est présente dessus, la placer en ruchette. Et tu en remets une autre pour la tester. Pour pouvoir l'économiser. Et je remets une autre reine dans la colonie pour pouvoir tester, et ainsi de suite. Alors, je ne sais plus, je voulais encore dire un truc, mais je crois que j'ai perdu un peu le fil. Mais non, voilà, grosso modo. Il y a une année et demie de sélection au final sur chacune. Grosso modo, oui. Alors, oui. Pour les préserver après. Pierre-Antoine disait, donc moi, je veux dire, je vais plutôt, ça dépend en fait. Pour expliquer, en général, je vais toujours attendre d'évaluer les mères avant de faire des filles. Donc pour expliquer le pourquoi, c'est parce que j'ai déjà eu la malchance de greffer aussi directement sur une reine et dont je n'ai pas du tout été content des filles. Et pourquoi? Parce qu'en fait la souche était déjà essaimeuse, mais ça je ne le savais pas. Voilà, puisque je ne l'avais pas évaluée. Et assurément toutes les filles l'ont été. Ça m'a donné beaucoup de travail pour faire des visites et tout ça. Vous connaissez aussi. J'ai retrouvé des colonies dans les arbres, donc voilà, ça a été... je vais dire, ma saison est partie un petit peu de travers à cause de tout ça, et ça, je cherche maintenant, évidemment, à éviter. Donc, je veux quand même avoir plus de garanties déjà au niveau de l'essaimage et tout ça, avant de pouvoir greffer. Maintenant, par exemple, quand je fais des inséminations, je ne sais pas toujours faire des grosses quantités, donc je vais faire peut-être quelques combinaisons de certains croisements, et suivant le résultat, je n'aurai peut-être pas un lot assez nombreux pour dire de pouvoir évaluer plusieurs veines sœurs du même croisement, étant donné que ce sera toujours la meilleure de ce lot-là qui sera sélectionné. Quand je n'ai par exemple qu'un exemplaire du croisement qui a été fait, là je vais directement faire des filles, parce que si la reine meurt, c'est perdu. Donc voilà, mais je serai prudent évidemment à
regarder aussi comment les filles vont se comporter. Et si je vois que ça ne va pas, bon ben voilà, ce sera tout ça d'extra. Ouais, au final, c'est un petit risque à prendre, mais si on connaît quand même les antécédents de la mère. C'est ça. En démarrant, souvent, on fait des erreurs parce qu'on Ouais. va piquer sur des croisements dont on n'a pas de recul, sur lesquels on n'a pas de recul. Ça, c'était le cas au début quand on a rejoint Arista, on a pris tout ce qu'il y avait disponible et on a piqué sur tout ce qui est disponible. Et là, on a vraiment eu de toutes les couleurs, quoi. Vous avez fait une belle sélection sur la tendance à l'SMH. Ouais, là, du coup, pour le coup, on a bien bridé ça. Il y en a qu'on n'a jamais su tenir, des lignées qu'on n'a jamais gardées, impossible. Et puis après, voilà, maintenant, ça s'est quand même bien calmé. On a toujours des problèmes de sémage avec certaines lignées, mais de moyenne, c'est moins problématique. Il y avait une petite question qui avait été posée sur le Facebook. C'était, du coup, là, on a beaucoup parlé de la partie raceuse, la partie picking, comment mettre tout l'élevage en route. Mais on n'a pas encore parlé beaucoup de ce qui se passe une fois que la reine, elle a fait son vol de fécondation. Et par exemple, à quel moment vous allez aller vérifier si la reine elle est bien née après la cellule de naissance? À quel moment vous allez vérifier que la reine est en ponte? Et après, à quel moment vous allez dire la reine, ok, elle a pondu suffisamment que pour l'introduire dans une ruche, une autre ruche pour la vendre ou pour en tout cas, peut-être parler un petit peu de la partie après naissance de la reine. Je peux reparler d'une petite partie qui est avant quand même. Ouais. On n'a pas encore vraiment abordé. Abordons-la alors. En tout cas, je n'ai pas parlé moi de la méthode d'introduction, étant donné que. Oui. Ah ouais, tu n'en as pas parlé. Oui, tu n'en as pas parlé. Je n'ai pas. Ça va, on est à la limite là. Voilà, on est bien. C'est la transition vers les deux parties, parfait. Et donc moi, je travaille évidemment avec des reines vierges. Donc, ouais. C'est sûr qu'il est plus facile d'introduire des cellules prêtes à naître que d'introduire des reines vierges. Donc du coup, pour ça, je vais dire, comme Jean-Paul de Monceau me l'a conseillé, et ça marche relativement bien. Donc pour donner, je vais dire, un ordre d'idée, en orphelinant, je veux dire, la colonie au préalable, pendant 7 jours au moins. Ouais. Au jour de l'introduction, on aura des cellules royales qui seront operculées. On ne les détruit pas. J'introduis la reine vierge par au-dessous du couvre-cadre comme ça, bien gentiment. Et comme elle vient de naître, je veux dire, elle n'est pas speed. Elle ne va pas partir dans tous les sens et risquer de se faire emballer. De se faire emballer parce qu'elle va être vue comme une intrus, quoi. Okay. Donc je l'introduis et même en général le soir, les températures sont un peu plus fraîches, donc ça l'engourdit encore un petit peu et elle rentre vraiment tout calmement dans la colonie. Et alors, je veux dire, allez, pour donner un exemple, l'année passée, sur 126 kg que j'ai préparé pour aller sur île, j'en ai eu 4 qui n'ont pas été acceptés, que j'ai remplacé aussitôt 24 heures après, puisque j'avais toujours un stock de reines vierges en bigoudi. Et voilà, elles ont été acceptées. Voilà. Elles ont quel âge quand tu les mets en dessous du toit, du coup? Elles ont moins de 24 heures. Elles ont moins de 24 heures. Ouais. Ou parfois un peu plus de 24 heures, mais ça ne pose pas de problème. Et quand elles sont un peu speed, tu les engourdis pas en mettant une goutte de miel dessus ou arrachant une patte? Non, je rigole, mais en mettant un peu de miel. J'en ai déjà mis trempé dans de l'eau mielée que je mets ici dans la colonie, mais t'as pas vu de différence? Ça fonctionne mieux sans rien, en fait. Ok. Je les glisse, je lève tout simplement un coin de couvre-cadre, c'est des couvre-cadres transparents en plexi, qui font 2 mm d'épaisseur, donc c'est relativement souple. Je soulève un coin, je laisse introduire la reine dedans. Tu la déposes, elle rentre et puis après. Elle rentre seule et puis elle se débrouille. Alors 24 heures après, je vais contrôler d'une part l'acceptation et aussi voir. Et ça, pour contrôler l'acceptation, tu tires un cadre et tu regardes, tu la cherches ou je visite le nucléi pour vérifier l'acceptation de la reine, évidemment, quoi. Donc à ce moment-là, on peut s'apercevoir aussi que la reine aura déjà fait une partie du travail. Elle aura déjà détruit, certaines reines vont détruire la totalité des cellules en 24 heures. D'autres vont peut-être faire la moitié et d'autres ne vont rien faire du tout. Je ne sais pas maintenant si on peut laisser peut-être 24 heures de plus, 48 heures, si elles arrivaient à faire la totalité des cellules. Mais voilà, c'est juste pour dire de vérifier aussi l'acceptation. Et alors à ce moment-là, moi je détruis le restant des cellules royales qui peuvent être présentes dans le nucléi. Mais en travaillant ici, j'ai d'excellents résultats d'acceptation de reine. Parfait. Et après? Et du coup, c'était quoi encore après? Combien de temps après? Après, tu pars sur île, là tu... la ponte. Mais on part du principe, une fécondation chez toi, où tu pourrais aller dans tes colonies quand tu veux.
Pas dans le cas du coup d'une fécondation sur île où tu as accès Une que dizaine de jours après l'introduction. Et là, une visite aussi complète ou dès que tu as vu les œufs, tu. Alors déjà, si je dois visiter, ce sera soit le matin, soit le soir, Ok. mais jamais, je vais dire l'après-midi, parce que sinon la reine pourrait s'envoler. Ouais. Donc c'est jamais l'idéal non plus, mais bon voilà, donc toujours les visiter soit le matin ou le soir. Mais c'est toujours en général vers le 10e jour qu'on peut s'attendre à voir de la ponte. En général, les premières vont pondre, suivant les conditions météo aussi, mais en général, le 7e, le 8e jour, les premières se mettent à pondre. Et bon, on peut attendre 2 semaines aussi, mais bon voilà, c'est juste pour voir. À partir du 10e jour, ça te semble pas mal. Ce ne sera pas toutes, mais bon voilà, mon esprit de curiosité me force à aller voir. Voilà, maintenant. Perso, j'arrive pas à tenir 10 jours. Ah ouais? Je vais pas regarder, moi. Mais c'est peut-être parce que tu en as Ça, plus, c'est que tu. Ça ne sert à rien, je pense, de les déroger avant. Parce Ouais, que, si elles effectuent leur vol de fécondation, donc surtout pas le faire en tout cas entre. Je dirais, s'il y a un moment à ne pas le faire, c'est entre 13h et 17h. Ouais. Entre Parce midi que là, ce et... sont les vols de fécondation, donc il ne faut surtout pas les déroger pendant ce moment-là, quoi. Et, mais je ne pense pas que ça serve à quelque chose d'aller plus tôt. D'aller plus tôt, parce qu'il n'y aura rien. Ouais. Voilà. Avec des ensemes, j'ai déjà eu le cas de la ponte après 4 jours. Oui, mais c'est différent, ouais, c'est sur des SM. Ouais. Voilà. Tim, Pierre-Antoine, ton avis là-dessus? Moi, comme j'ai introduit des cellules fermées, je dois les contrôler premièrement assez rapidement la naissance, voir si elles sont bien présentes et les marquer. Tu les mets dans un protège-cellule ou tu les mets tel quel? Je les mets dans un protège-cellule toujours, ça je ne prends pas le risque. Enfin, nouveau, c'est pour travailler d'une manière standard, donc elles sont toutes par protège-cellule, puis c'est assez facile. Le protège-cellule, il y a un ergot qui permet de le coincer dans le cadre et éviter que ça me tombe au fond. N'importe où dans la colonie, tu mets le protège-cellule au milieu. De trouver généralement au milieu, là où il y a encore, comme généralement les nucléis, c'est du reconstitué, où on a été prendre à gauche et à droite des cadres en fonction de ce qu'on a. Ouais. J'essaie de mettre ça sur un cadre de couvain. Donc assez rapidement vérifier la naissance, les marquer aussi, parce que après ça, assez rapidement, il pourrait y avoir une autre reine vierge qui rentre dedans et on n'est plus sûr de rien. Donc là, le fait de la marquer, elles sont toutes pastillées avec un numéro, donc même chose, je consigne ça sur la Mini Plus, ce qui me permet d'être sûr que c'est la bonne reine dans le bon Mini Plus. Après ça, moi je fais assez peu de fécondation naturelle parce que très rapidement on va perdre les caractères que l'on souhaite. Je ne suis pas dans un environnement saturé de VSH ou de Buckfast, donc voilà, ça part en station. Ou alors, je sais pertinemment que ça sera une reine qui servira peut-être l'année suivante pour refaire un élevage, mais voilà. Après ça, le timing est calé généralement sur le départ en station pour être fécondé. Et là, t'es bien obligé d'attendre 2 semaines, donc c'est très bien, voilà. Et on contrôle. Si on a le temps à la station directement, ou en tout cas qu'elle est bien rentrée dedans, parce que là aussi on a un petit peu toutes sortes de surprises, avec des reines qui ne rentrent pas dans la Mini Plus, mais qui se retrouvent en dessous. Si c'est une grappe, c'est encore assez facile, on tape tout le monde dedans et voilà, on est reparti, mais il y en a déjà certaines, au bout de 2 semaines, il y a 1 ou 2 rayons de cire et c'est déjà pondu. Alors, ok, c'est bien, on a vérifié la pompe, mais il faut récupérer tout le monde et remettre ça à l'intérieur. Là, ça devient un peu plus compliqué. Et ça, tu as un conseil pour éviter justement d'avoir ce type de situation, être sûr que la reine rentre dans... J'ai pas encore vraiment. Alors, premièrement, d'avoir un maximum de nucléi qui soient différents visuellement, avec toutes sortes de signes dessus, couleurs, des formes géométriques. Hein. Il y a quoi? Il y a le rond, la croix, bref, des signes distinctifs, mais vraiment clairs. Pour éviter la dérive. L'orientation des trous de vol en fonction de la proximité de chaque nucléi. Il y a un truc qu'on a changé par rapport aux reines qui vont se mettre sous le plancher, c'est qu'on ne travaille plus jamais avec des planchers aérés. Okay. Pour les fécondations, fini. Il est complètement obstrué? Complètement obstrué. Il y a le trou de vol et c'est tout, parce que elles vont battre le rappel, elles vont le sentir, la reine va le sentir. Elle va se poser sur le support, elle va
Ça va être le rappel et elle va le Elles vont sentir et chercher, quoi, elle va être nourrie à travers le Ça grillage. va rester Ouais. là. Alors, elle va rester là. Alors que si elle n'est pas nourrie là, Ouais. elle va se dessous. alors elle va se réenvoler parfois et puis elle va re-rentrer et elle va finir par trouver C'est le, ça, ouais. Ah, ça, c'est Ouais. une bonne idée. Voilà. Ouais, c'est le, pas con. le Bon, plancher obstrué complet. Moi, je ne travaille plus avec des planchers ouverts. Il préconisait sinon de mettre en quelque sorte, bon, on voit tous au niveau du plancher du Mini Plus, on a un petit jour en dessous, d'aller obstruer ce jour pour Pour pas qu'il qu'elle n'y puisse ait, passer. voilà, qu'elle n'ait pas la possibilité de passer en dessous, ou alors carrément d'installer un trou de rentrée Sur le dans le corps, corps. Et ainsi de permettre une rentrée aussi par là, mais ce n'est pas une garantie non plus. Après, le risque, enfin, je pense, ici, c'est en allant en station, ben, il va y avoir le risque du transport si on a un plancher complètement obstrué. Il y a enfin, il y a plein de façons imaginables d'éviter ça, en mettant une coiffe au-dessus, par exemple, ou alors en inversant le fond en arrivant sur place et enfin, trouver une façon, au final, d'aérer la colonie pour être sûr qu'elle crache pas pendant le transport. Mais c'est sûr que, enfin, toi, dans ton cas, Ouais, elle reste bouge sur pas, place, elle ouais. bouge pas, donc c'est un risque en moins. On arrive déjà au bout. Je propose encore une dernière petite question. Après combien de temps on s'estime que la reine a assez pondu pour la transférer dans une autre colonie, pour la vendre, et puis je sais qu'on va rester sur notre faim et que ce sera frustrant, mais Nous, pour les on va essayer de rennes, se tenir en fécondation naturelle, on attend 3 semaines de ponte. ok. 3 semaines à partir du moment où tu as vérifié ta ponte ou Non, 3 semaines en à fait, je partir veux du voir moment des où- abeilles qui naissent. Ok. Je veux qu'elle ait des abeilles qui naissent. Donc, ça veut dire qu'elle aura 3 semaines de ponte. Et pour revenir sur la petite question d'avant, Ouais. nous, on vérifie pas. On introduit la reine entre deux cadres, on soulève le couvre-cadre, on introduit la reine dans la cellule de renaissance entre deux cadres, et puis on n'y va plus avant un Ouais. mois, quoi. Ok, ouais. On attend un mois, et un mois après, on va récolter les reines, on va dire. Ouais. On va chercher les reines. Et là, il y en a qui auront évidemment pas fonctionné, hein, ça arrive que ça fonctionne pas, mais la grande majorité, donc on aura peut-être 80-90% de réussite de fécondation. Ok. Là, les reines qui ont des abeilles qui naissent et ça a l'air d'être en ordre, là, elles partent en ruche de production au commerce. J'avais dit que c'était la dernière question, mais je viens d'en avoir une autre. Ouais. Le nuque, du coup, qui a foiré, qu'est-ce que t'en Ouais. fais? Tu Si- en mets une cellule? S'il n'est pas bourdonneux, parce que ça arrive qu'il soit bourdonneux, Après un s'il n'est mois, pas bourdonneux, je remets, et que j'ai pas de reine directement sous la main, je remets un cadre de couvain pour patienter. ouais. Et puis je vais introduire une reine dedans. S'il est bourdonneux, en fait, on a un stock de reines de réforme, des reines Ouais. de l'année d'avant, qui sont sur 1 ou 2 corps. Et alors je le mets au-dessus. Ok. Et ce qui était bourdonneux se fait liquider. Et je récupère le corps peut-être un mois après, quand ça a Ouais. été repondu par la vieille reine, quoi. Donc, Mhm. on a parfois des colonnes avec, ouais, si on introduit 100 reines et qu'il y a 10 corps qui n'ont pas fonctionné, bah, il y a un coup, faut les placer quelque part, quoi. Ouais. Ça permet de pas perdre les abeilles. Ouais. C'est souvent Et de pas devoir fondre trop de cadres à la fin de la saison parce que Ça, c'est devenu c'est- bourdonneux. Ouais. Ok. Ouais. Et juste pour terminer l'autre question d'avant, les inséminés, nous, on attend 40 jours. Ok. Pour avant de les récolter. Ouais. 40 jours de ponte. Alors, souvent, elles pondent comme on parlait tout à l'heure, hein, quand Elles on pondent parlait un avec peu. Christophe, ouais. Elles pondent souvent après 3-4 jours, 5 jours après l'insémination, souvent elles pondent. Ça arrive qu'elles pondent très très longtemps après, mais Ouais. en général, elles pondent assez vite après Ouais, l'insémination. c'est ce Elles que sont j'avais mûres, observé hein, aussi, quand on va les inséminer. Donc, Ouais, ça va vite. Un Voilà. complément? 1-2 mois, oui, ça dépend. Moi, j'ai vu que généralement, ce que je vais greffer sert à mon propre élevage. Ouais. Je ne suis pas pressé non plus de les introduire. Premièrement, il faut le temps que la reine développe ses phéromones. Je fais comme Christophe et Pierre-Antoine. Moi, j'ai introduit mes reines en fin de saison pour maximiser l'acceptation. Donc, elle peut rester toute la fin de la saison en mini plus. Bon, c'est aussi à ce moment-là où il y a le moins de ressources, donc laissons-la tranquille là-dedans et introduisons-la en fin de saison quand il y a moins de velléité, parce que après ça, Ça devient compliqué. juillet-août avec la moindre goutte de miel qui excite tout le monde, je pense que c'est pas bon d'aller trop chipoter, quoi. Ouais. Ben, je sais pas ce que vous en avez pensé. Moi, j'ai kiffé, mais je suis resté un peu sur ma faim. On aurait pu encore parler des heures. J'avais aucun doute qu'on allait. Est-ce que tu avais encore comme J'ai encore plein de questions, mais je Pas de pense que questions. si les gens ont kiffé, il y aura peut-être un deuxième format. Je sais pas si vous avez aimé en tout cas. Ouais. Oui, si. et, Si. je trouve qu'on n'a pas beaucoup parlé des mâles, malheureusement. Non. C'est la partie qui était souvent qu'on Ouais. néglige trop dans l'élevage, mais bon, voilà, après ça, C'est c'est. vrai. Mais au moins, ça donne des idées pour si Pour la prochaine si fois. les apiculteurs Voilà. qui ont regardé ont kiffé, bah, go et
Donc merci à tous les trois. Ouais. C'était Plaisir, vraiment très sympa. avec plaisir. Donc, merci, j'espère que ça Bon plaira courage à aussi. tous les apiculteurs Voilà, hein, qui voilà. se lancent. Allez-y. Allez, lancez-vous. Et bonne saison. Ouais, salut. Voilà.